L'actuel Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous, je suis Méven de l'association Ping. Aujourd'hui, on accueille pour l'actuel Ouest Gilles Bartholin et Emmanuel Charpy. Gilles Bartholin, qui est co-rédacteur en chef de la revue Technique et Culture, et Emmanuel, chercheur au CNRS et cofondateur de la revue Mode Pratique. Vous êtes tous les deux historiens et vous avez écrit le livre L'étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s'en servent. C'est un livre qui résonnait assez fort pour nous à l'association Ping, puisque la machine à coudre et le grille-pain sont deux objets qu'on retrouve beaucoup dans nos ateliers. La machine à coudre, notamment parce que c'est un objet qui sert beaucoup pour la création, pour aussi du reprisage, de la réparation chez nous, et le grille-pain qui fait partie des objets que l'on doit réparer le plus, que l'on retrouve le plus dans les ateliers de réparation. Ça résonnait très fort, d'où l'idée de vous inviter aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu le livre et nous expliquer pourquoi ce travail déjà dans un premier temps? Oui, la première chose, vous parlez du grille-pain, effectivement, sur la couverture du livre, on a une sorte de grille-pain boîte noire. Je pense que l'impulsion de départ, outre l'approche historique sur laquelle on va revenir, mais c'est vraiment cette question des boîtes noires, c'est-à-dire des objets fermés, et on a essayé déjà de retracer cette histoire-là, qui est connue. Simon Don a travaillé sur ces questions-là dès les années 50. Mais voilà, ce long processus qui fait qu'on passe, et le livre ouvre sur une image de grille-pain des années 1900, qu'on passe de cette résistance visible à l'œil posée sur une table, et puis cette lente fermeture des objets qui deviennent des objets magiques et difficilement compréhensibles en un premier coup d'œil. Donc c'est une histoire de tous ces appareils, de ce processus, et puis de tous les usages qui vont avec ces appareils. Et dans le même mouvement, évidemment, tous les efforts de reprise en main pour essayer de regagner un peu de souveraineté technique. Aujourd'hui, bien sûr, on connaît les Fab Labs, les Repair Café, mais dans l'histoire, comme historien, on voit un certain nombre de moments clés pendant un siècle et demi, où les gens se mettent ensemble pour réparer des choses, pour remplacer des pièces, pour partager des connaissances. Et donc ça montre effectivement la relativement longue durée de ce lent processus de déconnexion entre la machine, enfin le mécanisme, et les consommateurs, qui deviennent des usagers plutôt que des fabricateurs, des constructeurs, des gens qui savent comment les choses fonctionnent. Et en effet, comme le dit bien Emmanuel à propos de la magie, quand on utilise un objet et sans savoir comment il fonctionne et que ça marche, c'est une définition de la magie en quelque sorte. C'est vraiment la magie du bouton poussoir, le bouton on-off, on n'a plus rien à faire, ça marche. Alors évidemment, on est confronté, il y a eu un prix à payer à cette espèce de confort ahurissant des objets techniques, et maintenant on le paye de manière différente, à la fois sur le problème des déchets, sur le problème du fait que ce sont des chimères. On est incapable de pouvoir pénétrer ces objets, donc de les reprendre en main, ça semble important, de faire de l'histoire à partir de situations contemporaines. Et le titre, donc ça commence par l'étrange et folle histoire, la folle aventure. C'était important pour nous aussi de recréer de l'étrangeté par rapport à ces centaines d'objets qui nous entourent. En fait, on les dénombre au début. Mais voilà, vous avez facilement plus de 100 appareils dans n'importe quel appartement en France. Ils sont vraiment permanents et omniprésents dans notre quotidien. Et l'idée, c'est de rendre un peu cette étrangeté. Voilà, ces objets sont familiers, du coup, on les oublie. Mais voilà, d'essayer de les déconstruire, de comprendre aussi tous les usages qui vont avec, de comprendre parfois les non-usages, on y reviendra peut-être. Mais voilà, l'étrangeté était une chose importante pour nous. C'est à la fois, comme le dit Gilles, du très quotidien, et ça part de notre quotidien contemporain, et en même temps, l'histoire permet ça aussi, de nous rendre un peu étrangers à ces choses-là, et prendre un peu de distance et regarder les choses un peu sous un autre angle. Et on avait le souci de partir
Bon, quand on s'intéresse aux techniques, en général, on fait l'histoire des grands inventeurs, des grandes innovations, et cetera. Ça, c'est vraiment le récit classique des techniques. Mais quand on s'intéresse, aux usages, parce que c'est ce qu'on essaie de faire, aux usages quotidiens, où il y a aussi de l'innovation dans la prise en main des objets, dans les détournements, dans les réappropriations, dans les réusages, et cetera. On voit qu'on dessine une toute autre histoire des techniques et évidemment une histoire de la maison aussi et de la domestication des techniques, à l'intérieur de l'espace, et qui fait que les objets, que les techniques sont changées. Parce que pour pouvoir rentrer dans les maisons, eh bien les techniques, doivent, s'accommoder d'un certain nombre de formes, pas des formes anciennes, mais des formes déjà présentes, hein. Aujourd'hui, on voit très, très bien l'exemple de la lampe LED. Elle n'a jamais aussi bien fonctionné depuis qu'elle imite, en fait, la lampe à incandescence de type Edison. Voilà. Sur ces questions d'étonnement un peu, parce que c'est des choses, quand on lit l'ouvrage, il y a des cas concrets qui produisent l'étonnement. Mmh. Peut-être on peut parler du chandelier électrique qui illustre bien aussi, j'ai l'impression, cette espèce d'ambivalence et à la fois Mmh. qui permettent peut-être de montrer ce que vous essayez de tisser aussi d'un point de vue historique dans le Oui. livre, cette idée qu'il n'y a pas un continuum du progrès et que... Tout à fait basé sur l'histoire de l'électricité, effectivement, est très, oui, très emblématique. On a longtemps fait l'histoire de l'électrification de la France, l'électrification des villes, puis des campagnes, depuis les réseaux, depuis les grands réseaux électriques, souvent d'ailleurs financés par EDF, hein, cette histoire-là. Et quand on regarde depuis les intérieurs, depuis le quotidien, c'est une autre temporalité qui surgit très vite. Et on note par exemple que pendant à peu près 20 ans, en gros entre les années 1860 et 1880, on s'éclaire à l'électricité, on utilise l'électricité dans les appartements, mais avec des piles, donc avec des systèmes d'accumulateurs. Donc il y a tout un marché, il y a des domestiques qui sont formés à entretenir les piles, il faut aller changer les acides, il faut voilà, il y a tout, notamment le système Trouvé qui est mis en place. Enfin bon. Et puis, on s'est intéressé aussi à des usages, à des gestes, parce que la technique, c'est aussi toute une série de gestes, ça implique le corps. Et on met une image, on a essayé d'avoir une iconographie aussi qui quasi surréaliste parfois. On a mis une image d'une gravure où on montre un système électrique pour allumer des bougies. C'est-à-dire qu'on a un système d'interrupteur électrique qui crée une étincelle qui va allumer la bougie. Donc vous voyez là, c'est des sortes d'emboîtements de techniques où on est attaché à un geste, on est attaché à une qualité de lumière et en même temps on a envie de cette technique de commande. Mais l'image le montre, en même temps l'interrupteur est à 50 cm des bougies. Enfin c'est pas non plus... voilà, mais c'est tous ces petits accommodements, ces appropriations, ces approximations, ces bricolages successifs qui nous ont aussi beaucoup intéressés. Et qui ensuite sont invisibilisés, enfin disparaissent de l'histoire, ou des mémoires simplement parce qu'on a acquis l'usage d'une chose. Donc revenir sur ces évidences, c'était très important pour nous et sur différents axes, hein. Le livre est ni construit par objet, ni construit par, des grands axes, mais on peut quand même en dégager, 3. Les rapports sociaux et les rapports de domination, donc c'est toute l'histoire de la domesticité, mais aussi du colonialisme, comment on utilise des objets pour conquérir des territoires, notamment l'horloge, la montre, qui va vraiment organiser le temps à l'échelle mondiale. Un autre axe, c'est la question du genre, évidemment, l'électroménager, le domestique. On ne peut pas ne pas en passer par reformuler une histoire des rapports hommes-femmes. Et puis un troisième axe qui est probablement lié au moment où on a écrit le livre, hein, en 2021, des rapports ville-campagne. Qu'est-ce qu'on fait de ce rapport ville-campagne, la diffusion des objets, ce qu'on a appelé la modernisation dans les années 50, où en effet le lave-linge arrive, le congélateur arrive, le fer à repasser, tout ça. Et ce ne sont jamais des histoires linéaires, hein, c'est toujours des histoires complexes. Pour vous donner un simple exemple, on s'est beaucoup étonné on s'est beaucoup attristé de la perte de sociabilité autour des lavoirs dès lors que la machine à laver se met en place et c'est des objets individuels. Mais en contrepartie, quand on regarde l'histoire du congélateur, le congélateur qui va rentrer dans les campagnes va permettre
de récupérer une forme d'autonomie par rapport au marché, parce qu'on va conserver des légumes, des laitages, etc. Donc c'est jamais des histoires simples. Oui, juste pour aller pour appuyer ce que tu dis sur le congélateur, par exemple, c'est assez troublant de voir qu'il finalement il s'installe beaucoup plus rapidement dans les campagnes que dans les villes. Donc là, c'est pas seulement une question de pouvoir d'achat, ni d'accès à la technique. Vous voyez, comme une population qui aurait plus accès qu'une autre à la modernité technique. C'est vraiment des questions d'usage là qui font la balance en quelque sorte. Eh ben, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation très intéressante. Bah, du coup, on invite les auditeurs et auditrices à aller lire le livre. Édité par Première Parallèle. Oui, voilà, les éditions Premier Parallèle dans la connexion Carnet, du coup. Oui, une collection, oui, Carnet Parallèle, et en particulier une sous-collection qui s'appelle La vie des choses. La vie des choses. Merci beaucoup. Merci. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay